Comment vais-je le baptiser? Journal? Non. Confident, ami. J'y verserai ce qui déborde en moi, parfois. J'ai tout possédé. Amis, amour. Et tout s'est enfui car, lâchement, je n'ai pas su le conserver. Aujourd'hui, je suis seule, bien seule, et j'aurais tort de me plaindre, n'est-ce pas? Pourtant, certains soirs, tout à l'heure par exemple, je souhaiterais une personne chère à qui je pourrais dire beaucoup de choses qui m'étouffent. Une personne dont j'aimerais entendre la voix amie, dont je pourrais en confiance discuter les idées qui fouillent en pagaille dans nos pauvres cerveaux. Aujourd'hui, je n'ai plus que maman et Camille. Mon affection est aussi ardente, aussi complète que la leur, mais il y a tant de points où nous ne nous rencontrerons jamais. Trouverai-je ici ce que je cherche? À Chéronac, peu de jeunes filles, et quand même très différentes de moi. Par culture, milieu, enfin, nous verrons. La directrice, très gentille, pas l'air bête, mais je crois que nous ne pensons pas de même. Forcément, ce n'est plus la même génération. Elle a d'ailleurs les jeunes filles en horreur. Pourquoi? Nous ne sommes sans doute ni si vicieuses, ni si sottes qu'elle a l'air de l'insinuer, mais je crois qu'elle m'a en sympathie. J'aime beaucoup être en milieu de sympathie. Je hais la guerre, les scènes, les disputes, et il me serait très désagréable de me chamailler avec les gens avec qui je dois vivre. J'espère bien qu'entre nous, il n'y aura que de la bonne entente. D'ailleurs, les gens ont l'air très gentils. Ils sont toujours ainsi quand on ne les connaît pas. Mais je ne les fréquenterai pas et ainsi ne rapporterai aucune désillusion. Il y a beaucoup de jeux dans ce gribouillage. C'est horripilant, enfin. Comment vais-je le baptiser? Journal? Non. Ami. Confident. J'y verserai ce qui déborde en moi, parfois. 15 octobre 1940. Passé le CAP sans incident. Monsieur M, très inspecteur, sec, aux gestes brusques, saccadés. Il doit être très intéressant. J'aime beaucoup cette façon d'arriver à l'improviste, de paraître bourru, puis de s'amadouer. Mes gosses, très gentils, disciplinés, a-t-il dit. C'est vrai. Bizarre, hein? Qu'un apôtre de l'indiscipline exige tant de soumission des autres. C'est de la dictature, ma parole. Il y a de ces contradictions dans l'âme humaine. Comment se fait-il? J'ai trouvé l'explication. Je suis très autoritaire et veux toujours que l'on me cède. C'est laid, ceci. Il faudra que je veille à me corriger. Car enfin, je ne vais pas régir le monde parce que je m'appelle Denise Bardet. La pédagogie, très intéressante. Mes petits s'éveillent sur tant de choses et déjà je sens les différences. Celles qui seront plus lentes que les autres, ceux qui s'appliquent et feront toujours leurs devoirs, ceux qui sont brouillons, désordonnés et seront toujours en l'air. C'est Roger que je préfère. Il est joli comme une fille, blond, les yeux bleus et si coquin. C'est un diable. 20 octobre 1940. Revient d'une promenade matinale. Air vif qui coupait le visage et qui me parcourait le corps de grands frissons irréguliers car très légèrement couvertes. Oh, j'étais bien, bien. Je ne pensais à rien qu'à mon bonheur de vivre ainsi ce matin. Je donnerais beaucoup de jours monotones et inutiles de ma vie pour que de semblables sensations se renouvellent de loin en loin. En somme, d'ailleurs, c'était une satisfaction purement animale. Mais il est meilleur de vivre parfois comme un animal que comme un homme. Les hommes ne savent pas cueillir l'instant qui passe dans ce qu'il y a d'irrenouvelable. Ils se chamaillent pour des idées qui ne se réaliseront jamais. Ils s'essaient à penser fort et loin des choses qui n'auront jamais rien de réel,
alors que toute leur intelligence devrait s'employer à vivre la vie la plus intelligente dans le seul milieu qui leur soit familier, la nature. Les hommes veulent être au-dessus des animaux. Eh bien, ce ne sont que des mannequins, car ils voient passer et passer des jours creux et vides, sans que l'idée leur vienne de vouloir les retenir par une image, une sensation. L'idéal, vivre seul, absolument seul avec la nature. Que de choses, loin des humains, on découvrirait. Je suis sûre qu'on deviendrait bon, infiniment bon et pardonnable. La bonté est ce qui nous manque le plus. Nous n'avons qu'une loi, l'égoïsme. Et nous avons beau jeu de dire qu'elle est laide, vile, impardonnable, impossible. Puisque nous ne nous en défaisons pas, c'est qu'elle répond à bien trop de choses qui sommeillent au fond de nous. Et je gâte cette journée par des dissertations alors qu'il n'y avait qu'un mot pour la résumer et l'apprécier. « 2 novembre 1940. Quelle sottise de n'avoir pas mieux réagi, de m'être laissé aller à une révolte et un découragement qui faisaient de moi ce qu'ils désiraient. Un être vide, semblable à la multitude passive et avachie. C'est du propre, vraiment, d'avoir perdu ainsi toute énergie. Mais à quoi bon revenir sur le passé quand le présent est si beau? Car il est beau, quoi qu'en dise Ernestine. Que m'importe mon logement, ma classe, 1000 difficultés qui font la vie de tant de gens quand je me sens pleine de vie, de liberté, de bons désirs, d'aspiration vers quelque chose d'utile, d'honnête et de beau. Sortie de ce cauchemar, je me sens l'âme neuve d'un enfant qui veut tout voir, tout comprendre, et même, oui, qui voudrait tout pardonner. Y arriverai-je? Il le faut pourtant. Je ne veux plus haïr celle qui me fit tant de mal en quelques mois. Il faut que j'éteigne lentement ce qui gronde en moi pour ne plus lui en vouloir. La haine est trop laide. Elle avilit l'homme. Pourquoi, dans une vie si courte, ne pas être pleine de bonté pour ses semblables? Il me faut y arriver. Pense en ce moment, tiens, à cette poésie de Kipling, qui était notre loi. Mais quel idéal! Un homme pourrait-il arriver à ce degré de force, de vertu, de beauté? 18 décembre 1940. Ne me confie vraiment pas très souvent à ce cahier. C'est que je suis si avide de sentir que je n'ai guère le temps de penser. Je suis comme un animal, jouissant pleinement des beautés de la nature car elle est belle. Et jamais je ne m'en étais aperçue comme à présent. Au fond, j'ai l'âme très paysanne. Et le paysan vivant en elle ne s'arrête pas assez à la contempler et à l'écouter. Et puis penser. Pourquoi penser et quoi penser? Nous vivons une si douloureuse époque que notre esprit doit le moins possible s'arrêter à cette folie humaine. Je devrais dire à ce déchaînement de la folie humaine. Alors que tout pourrait être si simple, si bon, si agréable. Les hommes ne construiront-ils jamais leur paradis sur cette terre? Pauvres fous qui se gaspillent inutilement. Tant de richesses sommeillent en eux pourtant qu'ils ignorent, qu'ils enterrent pour laisser percer leur vulgaire et malfaisante pensée de destruction. Comme le monde serait beau et bon à vivre si chacun ne laissait fleurir en lui que ses bonnes tendances. Oui, les hommes sont de bien pauvres fous. Mais il fut un temps où je me disais que chacun, pris à part, était plein de ressources, c'est-à-dire qu'il avait du cœur. Mais ce n'est pas vrai. Je m'aperçois qu'au contraire, la majorité des humains n'a pas de cœur. Il y en a peu qui ont le courage de l'avouer, mais beaucoup, beaucoup trop, hélas, ne sont sensibles qu'à eux-mêmes. Oh, ces petites vies égoïstes et bien réglées, j'en prendrais une rage dedans. Me préserve le ciel de devenir ainsi. 19 décembre 1940. Je lis dans Nietzsche que la vertu capitale est l'honnêteté.
suis entièrement de son avis. Le monde ne devrait être régi que dans l'honnêteté la plus entière et la plus pure. Y a-t-il des gens scrupuleusement honnêtes avec eux-mêmes et avec les autres? J'ai peur de ne pas en connaître ou d'en connaître trop peu. Bien que je me force à l'honnêteté, c'est une contrainte parfois. Ah non, je ne le suis pas toujours. Je ne le suis donc pas. Honnête envers soi-même, dans ses idées, dans ses sentiments, envers les autres, dans les rapports qu'on a avec eux et les sentiments qu'on leur porte. Toutes les vertus sont englobées dans ce mot. La sincérité, la justice, la dignité, la modestie, la discrétion, le dévouement quelquefois. Voilà quelques formes d'honnêteté. Il en est d'autres. La propreté est une forme d'honnêteté. Si j'ai une devise à adopter, un idéal à suivre, ce sera cela, être honnête. 25 décembre 1940. Demandé en mariage par Alpère P. Divin, joli, sublime. Heureusement, j'ai le sens de l'humour. Je consigne cela pour m'en souvenir dans 20 ou 30 ans, quand je retrouverai ce journal. 14 mars 1941. L'homme libre est immoral. Nietzsche. Qu'entend-il par homme libre? Libre de quoi? Existe-t-il une société où les hommes pourraient être libres? Non. Certes, car toujours ils dépendraient plus ou moins de cette société. La vie en commun est faite de devoirs qui sont des concessions, des contraintes. Donc l'homme libre serait l'homme qui vivrait seul, ce qui n'est pas réalisable. Mais ne dépendrait-il pas non plus des hommes, mais de la nature? Lui appartiendrait-il de faire tout ce qui lui plairait? Non, certes. Il y aurait quelque chose qui contrebalancerait souvent ses projets, ses actions. Donc la liberté totale est une pure utopie. Il n'est pas d'homme libre. Passons. Mais qu'entend Nietzsche par immoral? Immoral veut dire contre la morale. Je pourrais encore discuter le sens de ce mot moral, mais n'épiloguons pas. Donnons-lui le sens que lui donnent les gens raisonnables. La morale, c'est ce qui est bien. Eh bien, je ne comprends pas le moins du monde comment l'homme, aussi émancipé que possible dans cette société, peut aller contre ce qui est bien. Bon, je me perds et n'arrive à rien résoudre. Comme quoi, tout est relatif dans les mots. L'homme est fait, selon lui, selon sa morale, pour être dirigé, conduit complètement par l'élite. C'est d'ailleurs très discutable. Avril 1941. Et communier complètement ces temps-ci avec la comtesse de Noailles, dont j'ai relu avec plaisir et étudié beaucoup de poésie. Quelle ardeur, quel amour de la vie dans cette femme, quelle peur instinctive de la mort qui ne laisse rien subsister de l'être sur cette terre aimée, quelle compréhension de la nature. 28 avril 1941. Reçoit une lettre ce matin de CH. C'est encore un adorateur, mais qui perd son temps, comme les autres. J'y relève cette phrase. Vous, si confiante, si indulgente, si compréhensive. Quelle histoire! Voilà bien un jugement d'amoureux totalement irraisonné et infondé. Confiante? Parce que je lui ai dit de ces choses insignifiantes qu'on peut dire à toute personne qui vous écoute et qui, dans son esprit, ont pris une importance considérable? Non, mon cher ami, vous vous faites des illusions quant à cette confiance. Indulgente? Oui, pour ce qui le touche, car il m'est indifférent. Que m'importent ses élans, ses erreurs, ils ne m'atteignent guère. Ne me permet de juger que les gens à qui je porte un intérêt. Amour, amitié ou haine, ou vive sympathie les autres, mais égales. Compréhensive? Peut-être. Je m'efforce de l'être, partant de ce principe que toutes les actions sont déterminées par quelque chose qui, étant profondément humain, a un intérêt et doit être examiné. Non. N'est point de ces belles qualités et n'aspire pas à les avoir. Il n'en est qu'une que je veux acquérir dans toutes ses ramifications. L'honnêteté. Vendredi 20 juin 1941.
venu à Limoges du maréchal Pétain. Très beau vieillard, très bien conservé, paraît 20 ans de moins, une grande majesté dans la démarche. Jean de Limoges, très enthousiaste. 22 juillet 1941. Le signe de l'amitié, c'est de dire la vérité et de l'entendre. Deuxième cahier. Il ne faut pas confondre la barbarie nazie et l'Allemagne. Il faut lire Born, Büchner, Heine en France pour distinguer entre l'Allemagne immortelle et ses maîtres d'un jour. Et surtout, il faut témoigner des noms d'aujourd'hui qui sont l'espoir et l'hymne de l'avenir. Thomas Mann, Berthe, Brecht, Heinrich Mann, Anna Zegers, Leon Feuchtwanger, Willy Bredel, Emil Ludwig, Egon Erwin Kisch, Éric Maria Remarque. Il y a tout ce qui passe en eux du grand peuple muselé et qui trouve pour s'exprimer leurs paroles ardentes, leurs talents, leur colère. Tout ce qui est vraiment français en France devrait connaître, aimer et défendre cette Allemagne de l'exil. Relisons ces paroles admirables du docteur Faust. Celui-là seul est digne de la liberté comme de la vie, qui tous les jours se dévoue à les conquérir et y emploie sans se soucier du danger, d'abord son ardeur d'enfance, puis sa sagesse d'homme et de vieillard. Puissé-je jour du spectacle d'une activité semblable et vivre avec un peuple libre sur une terre de liberté. Reconnaissance à l'Allemagne. Il exige de chaque cœur français la disponibilité de sa force, l'exercice de sa volonté. Il faudrait que chacun de nous comprenne qu'il y a non seulement sa liberté à défendre, mais la liberté de tous ces peuples de l'Europe soumise à la force. Sont-elles exactes les paroles que Büchner prononçait en 1834 à la veille de l'exil? Celui-là périra par l'épée du peuple. Oui, espérons-le. Edmond Vernet, étude sur Goethe. Être humaniste, dit-il, c'est penser et écrire pour l'humanité. Penser au sens véritable de ce terme, c'est penser pour des hommes, non pour une nation ou une race au détriment des autres. Le national-socialisme menace à la fois toutes les formes que l'humanisme a prises dans la passé connue de tous. Les deux premières en date sont la pensée antique et le christianisme, la Grèce et Rome. Goethe les a aimés et cultivés dès sa première jeunesse. J'ai appris le mensonge des maîtres, de Bergson à Barès, qui rejetait avec l'ennemi ce qui ne saurait être l'ennemi de la France. La pensée allemande, prisonnière de barbares comme la nôtre, et comme la nôtre, chantant dans ses chaînes. Nous sommes, nous, Français, en état de guerre avec l'Allemagne. Et il est nécessaire aux Français de se durcir, et de savoir même être injuste, et de haïr pour être apte à résister. Et pourtant, il nous est facile de continuer à aimer l'Allemagne, qui n'est pas notre ennemi. L'Allemagne humaine et mélodieuse. Car dans cette guerre, les Allemands ont tourné leurs premières armes contre leurs poètes, leurs musiciens, leurs philosophes, leurs peintres, leurs acteurs. Et ce n'est qu'en France qu'on peut lire Heine, Schiller et Goethe sans trembler. Avant que la colère française n'ait ses égarements et que la haine juste des hommes d'Hitler n'ait levé dans tous les cœurs français ce délire qui accompagne les batailles et entraîne de regrettables méprises qui ne se peuvent éviter, je veux dire ma reconnaissance à la vraie Allemagne. Je veux affirmer que cette véritable Allemagne, c'est pour elle que nous nous battons. Puissions-nous, les uns et les autres, désarmer l'ennemi par des chansons. Nous, Français, nous défendons le monde des rêves. Toute la vie allemande est réfugiée dans ce qui incarne l'éternelle amitié des peuples de France et d'Allemagne, si souvent opposés par leurs maîtres et dont, à travers les siècles, les échanges de pensées ont plus fait pour la vie que jamais les guerres fratricides n'ont pu faire pour la mort. Quatrième cahier.
Je désire des choses. Les aurais-je jamais? Écrire toute la journée, puis déjeuner vivement, puis écrire de nouveau dans l'après-midi, dîner et fumer une cigarette. Et rester seule encore jusqu'au moment de me coucher, alors que tout cet amour et toute cette joie luttent pour s'exprimer, que toute cette vie se dessèche comme le lait dans de vieux seins. Oh, je veux vivre. Je veux des amis, du monde, une maison. Je veux donner et dépenser. La soirée est superbe, si belle qu'on craint même de l'enfermer dans sa poitrine quand on respire. Le regret de ce qu'on n'a ni vu ni éprouvé, de ce qui est passé près de nous sans que nous le voyions. La vie ne nous est donnée qu'une fois et nous la gaspillons. Je possède à très haut point la faculté de voir le comique des êtres. Et Dickens satisfait en moi cette faculté d'une façon extraordinaire. C'est vraiment drôle. Aimer comme moi, aimer passionnément les belles chambres, les beaux meubles, les couleurs, le calme, et errer éternellement dans des chambres tendues, d'un papier orné d'oiseaux et de chrysanthèmes, dans des urnes garnies de flots de rubans, dans des chambres aux meubles de chêne fumé et aux rideaux de guipure, et cette clarté brutale des fenêtres, ce vide horrible qui atteint tout, ce sentiment qu'on ne peut se cacher nulle part. Je ne crois pas qu'un écrivain puisse faire une œuvre de valeur tant qu'il n'a pas, au sens le plus profond du mot, accepté la vie. Je voudrais croire en Dieu. Cela m'est impossible. La science semble nous en empêcher. Et si l'on croit à Dieu, cela doit être à un bon Dieu. Or, aucun Dieu ne laisserait ses enfants souffrir ainsi. Non, la vie est pour moi un mystère. Elle est faite d'amour et de douleur. On aime et on souffre. On souffre et il faut aimer. Pour moi, je sens que j'ai besoin de vivre dans l'amour de toute chose. Pénétrer tout si profondément et si réellement qu'on l'aime. Cela n'exclut pas la haine, loin de là. Je veux dire que cela n'exclut pas la colère. Mais j'avoue que je n'ai l'impression de bien faire que lorsque je vis avec l'amour. Je ne parle pas d'un amour personnel, vous comprenez, mais du sentiment infini. Pourquoi faut-il aimer? On ne sait. C'est un mystère. Mais l'amour est comme une lumière.